Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer cette séance par achever, poursuivre, enfin terminer, disons, cette introduction générale, enfin cette présentation générale de la problématique analogique dans une première partie de la séance. Et puis ensuite, bonjour. Ensuite, on verra le temps que ça prendra. J'espère qu'il restera suffisamment de temps pour qu'on puisse faire un premier tour de table sur les projets que vous commencez peut-être à pouvoir imaginer à partir de ce que vous connaissez désormais des enjeux de l'analogie, à partir donc soit de vos travaux personnels en master, soit pour d'autres raisons. Donc j'aimerais que dans une deuxième partie de la séance, on puisse échanger sur l'état actuel, évidemment, j'imagine très rudimentaire, mais simplement ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez déjà une petite idée de vers quoi vous allez orienter votre travail personnel ou pas du tout. Enfin, bref, voilà, j'aimerais bien qu'on ait un petit échange à ce sujet. Avant de commencer, comme je m'étais arrêté la dernière fois un peu brutalement, je voudrais quand même vous demander s'il y a des questions. Est-ce que vous voulez que je revienne sur un certain nombre de points du cours précédent? Non? Bon, écoutez, ne vous gênez pas pour interrompre si nécessaire. Hein. Alors, donc, je m'étais arrêté la dernière fois à ce schéma qui présentait donc un deuxième stade d'unification de la problématique de l'analogie. On avait vu que la première unification était faite du côté de la psychologie cognitive par l'unification spécifique, disons, de la question de la catégorisation d'une part et de l'analogie au sens de la psychologie cognitive, c'est-à-dire au sens de la théorie du mapping de structure, due à Gentner. Donc cette première unification, mais vraiment uniquement du côté de la psychologie cognitive, elle consiste à dire l'analogie telle qu'on la conçoit en psychologie cognitive, qui est, je vous le rappelle, une analogie principalement de type proportionnel, et la catégorisation sont deux versants d'un seul et même problème, c'est-à-dire deux aspects d'un seul et même processus cognitif qui est l'analogie. Bon, donc une autre formulation de cette même idée consiste à dire que les processus de catégorisation ou de conceptualisation, à supposer qu'on confonde à ce niveau-là, mais en psychologie cognitive, c'est pas tellement gênant, le concept et la catégorie, la conceptualisation et la catégorisation sont tous deux des processus de type analogique. Bien. La deuxième étape d'unification consiste à intégrer à l'analogie toute la problématique générale de l'iconicité qui se distribue en iconicité diagrammatique d'une part, en iconicité d'image d'autre part. L'iconicité diagrammatique, je vous l'avais dit, a été bien cartographiée par Itkonen dans ce livre de 2005, Analogy as Structure and Process. Et puis l'iconicité d'image, c'est l'iconicité, disons, au sens, on l'avait vu, du portrait, du signifiant qui évoque directement un signifié. Bon, c'est une chose qu'on sera amené à préciser, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, nous avions vu ce premier point sur l'analogie comme processus cognitif, donc processus cognitif fondamental, puisqu'il s'agit d'un processus cognitif fondamental documenté comme tel par la psychologie cognitive, on se dit qu'en linguistique, tout au moins, je le précise toujours, dans une perspective de linguistique cognitive, parce que, après tout, dans d'autres perspectives linguistiques, les apports de la psychologie cognitive n'ont aucun intérêt, aucune pertinence. Mais il se trouve que si l'on adopte un point de vue de linguistique cognitive qui consiste donc à étudier les langues pour mieux comprendre les systèmes cognitifs des êtres humains, et pas seulement donc d'étudier les langues pour elles-mêmes, ce qui change un peu au fond quand même la définition de la linguistique. Et c'est pour cette raison que j'avais commencé par vous exposer un peu ce que j'entends par linguistique au sens de la linguistique théorique. Puisque si l'on considère que l'analogie
est un processus cognitif fondamental. Il est naturel de penser que dans les langues, on va en trouver les effets, on va pouvoir observer dans les langues, dans les discours, dans les usages, dans les structures linguistiques et dans les processus linguistiques, des phénomènes qui vont dériver du processus cognitif analogique. Alors, toute la question est maintenant de savoir comment on s'y prend à partir de cette hypothèse qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver à partir de l'analogie dans l'étude linguistique. Eh bien, comment on s'y prend? Comment est-ce qu'on va mettre en évidence différentes structures ou différents processus analogiques? Bon, on avait vu que l'analogie est une relation. On va préciser maintenant entre quelle une relation, c'est bien joli de dire que l'analogie est une relation, mais une relation entre quoi et quoi. Bon. Alors c'est ce qu'on va préciser. Mais auparavant, je voudrais revenir, parce que je l'ai évoqué très rapidement, sur la distinction très importante à mes yeux entre similarité et analogie. Alors commençons par la similarité. Qu'est-ce que c'est au fond que cette notion de similarité? La similarité, c'est aussi une relation. Quand on parle de similarité, on parle d'une similarité entre deux choses, entre deux êtres, entre deux objets, entre deux entités, enfin peu importe. Similarité entre deux choses. Une façon de décrire ce qu'est la similarité consiste à l'opposer à deux situations limites, d'une certaine façon, qui sont l'identité et la différence. Pour le dire d'une manière très simplifiée, la similarité serait tout ce qu'il y a comme intermédiaire entre l'identité et la différence. Oui, vous avez une chaise ici, si vous voulez. Tenez. Je vous en prie. Alors, on peut le représenter très simplement sur un schéma comme celui-ci. Si vous partez du pôle de l'identité, vous ne pouvez pas avoir de similarité parce que vous avez un seul élément. Ou même si vous avez deux choses dont vous dites qu'elles sont identiques, elles n'en font qu'un d'une certaine façon. Il n'y a pas de similarité au sein de l'identité. C'est quelque chose qui n'est pas pensable d'une certaine façon. Bon, mais il suffit que cette identité, en quelque sorte, se fissure, que les deux éléments qui étaient identiques commencent à avoir quelques différences pour que on puisse commencer à parler de similarité. Et puis, donc, si vous voulez, juste à droite de ce seuil 1, à gauche duquel vous avez l'identité, eh bien, vous avez un grand nombre de propriétés communes entre les deux éléments, mais quand même une différenciation. Et puis, cette différenciation, elle peut être plus ou moins grande, elle peut s'agrandir, jusqu'à la dissociation, qui va être le stade de la différence. Et donc, de la même manière qu'on a un seuil après l'identité, on a aussi un seuil au-delà duquel on est non plus dans la similarité, mais dans la différence. C'est-à-dire au moment où, bien sûr, il n'y a plus aucune propriété commune. Donc, vous avez une sorte d'échelle, de progressivité, de degré, entre une similarité qui va être maximale, mais qui sera en deçà de l'identité, et puis une similarité minimale, qui est en deçà de la différence. Bien sûr, quand on parle de similarité, ce qui n'apparaît pas dans ce schéma, c'est que d'une manière générale, pour qu'on puisse parler de similarité entre deux choses, il ne faut pas seulement deux choses, il faut aussi qu'il y ait quand même un fond commun, une sorte de base sur laquelle on va pouvoir dire qu'il y a ou il n'y a pas une similarité. Mais alors évidemment, ce principe, ce que je veux dire par là, c'est que si je prends deux objets quelconques complètement au hasard, je ne sais pas moi, disons un livre et un nez. Bon, je prends ce qui me vient à l'esprit là. Bon,
un livre et un nez. Est-ce que c'est similaire ou pas similaire? Bon, on va dire, la question ne se pose pas vraiment, c'est dans des horizons tellement différents. Bon. En revanche, si je dis, je sais pas moi, un livre et un journal, là je vais entrer dans une zone de similarité où il va y avoir une sorte de catégorisation générale de l'écrit imprimé, par exemple, avec des sous-catégories. Bon. Si je parle d'un nez et d'un groin ou d'un museau, etc., là je vais aussi entrer dans un jeu de similarité, parce que j'ai un fond commun. Bon. En général, c'est comme ça qu'on présente la similarité, en disant qu'il faut qu'elle ait un fond commun. Sauf que d'une manière encore plus générale, dans le cas de la métaphore, dans le cas de toutes sortes de situations, le rapprochement entre deux choses très éloignées, qui a priori n'ont aucun rapport, va faire apparaître une zone de similarité. Je ne sais pas moi, prenez comme un exemple tout à fait bateau, le poème de Baudelaire, La nature est un temple, ou de vivants piliers, etc. Bon. La nature est un temple. Entre la nature et un temple, a priori, je suis un peu comme dans la situation tout à l'heure de mon nez et de mon livre. Hein. Je ne vois pas bien le rapport. Mais justement, on peut construire un rapport entre les deux. Donc, il arrive que le fond commun soit préalable à la similarité, et du coup, dans ce cas-là, on est plus facilement du côté de la catégorisation, mais tout ça est une question de tendance. Et dans d'autres cas, c'est la construction d'une similarité en discours qui va faire apparaître une sorte de fond commun, de sol commun, que dans la littérature persienne on appelle parfois le ground, le fond, le sol, si vous voulez, un peu, sur lequel va pouvoir s'établir la similarité. Bon, il reste que, l'hypothèse ici, c'est que, du point de vue cognitif, les êtres humains sont très sensibles aux similarités de toutes sortes. Et très naturellement, j'allais dire. C'est d'ailleurs une chose que les machines, enfin les ordinateurs, ont beaucoup de mal à faire. Hein. Maintenant, on peut traiter de la similarité informatiquement, mais ça demande des ressources technologiques assez complexes. Hein. N'importe quel être humain gère la similarité d'une manière totalement ordinaire et habituelle. Bien. Alors, la similarité a une propriété, c'est qu'elle est neutre. C'est-à-dire que lorsque vous constatez une similarité entre deux entités, deux choses, deux êtres, eh bien, cette constatation peut aller dans deux directions différentes. Soit elle va dans la direction, oui, ces choses sont similaires, mais tout de même très différentes. Donc, vous percevez la similarité, mais ce qui est dominant, ça va être le fait que les choses sont différentes. Je n'ai pas pris d'exemple ici pour illustrer cela, mais je vais tâcher de vous en trouver un. Oui, voilà, je vais reprendre l'exemple que je vous ai, je crois, déjà donné la semaine dernière. C'est un exemple sur lequel j'ai un peu travaillé. C'est le fameux exemple de l'Holocauste animal, hein, du génocide animal. L'idée que l'abattage des animaux donc, dans les abattoirs est similaire à l'extermination des Juifs dans les camps d'extermination. Donc, on peut considérer qu'effectivement, il y a des similarités, hein, à la limite, objectivables, c'est-à-dire qui sont plus ou moins objectives. C'est-à-dire que si on compare les conditions de détention des animaux, les conditions de détention des Juifs, il y a une similarité. Si on compare le fait que ce soit des meurtres de masse, dans les deux cas, si on considère que ce sont des meurtres de masse dans les deux cas, il y a aussi de la similarité. Bon, donc il y a bien une similarité incontestable entre les deux situations. Mais à partir de cette similarité, il y a une bifurcation. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, cette similarité, elle était
elle était énoncée par les victimes des camps d'extermination qui ont dit être traités comme des animaux, enfin que la part d'humanité et que même, enfin bon, je n'entre pas dans les détails, mais donc à partir de cette constatation d'une similarité, qui encore une fois, c'est important, peut être plus ou moins objectivée, hein, on peut mettre tout le monde d'accord sur un certain nombre de similarités, ça c'est pas un problème en général. Mais à partir de cette similarité, il y a une bifurcation qui consiste à dire, oui, d'accord, il y a bien des similarités, mais ce sont tout de même deux choses complètement différentes. D'un côté, on a des animaux non humains, de l'autre côté, on a des êtres humains. Bon, on peut considérer qu'il est normal, pour toutes sortes de raisons qui peuvent être philosophiques ou autres, de maintenir une sorte de différenciation entre l'humain et l'animal, et que bon, ce soit une similarité, mais les choses sont quand même des situations, d'un côté les animaux, de l'autre côté les êtres humains, c'est différent. Donc c'est similaire, mais ça reste différent. Et l'autre solution consiste à se fonder sur cette similarité pour dire oui, c'est similaire, mais en fait cette similarité, elle justifie que je considère que c'est la même chose en fait. C'est-à-dire on a l'impression que ça n'est que similaire, mais cette similarité est en quelque sorte, alors il y a plusieurs façons de le dire, me donne par exemple la légitimité de considérer qu'il s'agit exactement de la même chose dans les deux cas. Et ça c'est l'argument des antispécistes, hein, des militants antispécistes qui disent tant que vous percevez une différence entre ces deux situations, ça veut dire que vous êtes encore un spéciste. C'est-à-dire que vous faites une différence entre l'homme et l'animal, et là, c'est une option philosophique, si l'on veut, l'antispécisme, qui consiste à dire qu'on doit pousser jusqu'au bout l'absence de différence entre l'homme et l'animal. L'absence de différence à l'égard de toutes sortes de valeurs morales, disons. Hein. Pas une absence de différence biologique, puisque bien sûr il y a des différences, mais une absence de différence en termes d'éthique, par exemple. Bien. Donc vous voyez que dans un cas, on dit oui, les choses sont similaires mais restent différentes, et dans l'autre on dit oui, c'est similaire, donc on peut les traiter de la même façon, on doit les traiter de la même façon. Eh bien c'est dans cette deuxième situation que on va pouvoir parler d'analogie. Hein. Et c'est pour cette raison qu'on peut définir l'analogie de cette manière. L'analogie est donc un processus qui consiste à traiter comme identiques deux entités qui sont similaires. Alors on les traite comme identiques dans un certain objectif, selon un certain point de vue. Il y a toujours cette notion de point de vue qui est présente et qui est toujours assez compliquée à opérationnaliser, si j'ose dire, et qui est d'ailleurs présente dès la problématique de l'identité et de la différence. Hein. La question de savoir si les choses sont identiques, c'est aussi souvent d'un certain point de vue. Hein. Bon. Donc, dans cette situation où on considère donc que on peut traiter comme identiques des entités perçues comme similaires, cela revient à dire que les propriétés communes entre ces deux entités effacent en quelque sorte, sont plus importantes que les propriétés différentielles, hein, c'est-à-dire les différences, que les ressemblances deviennent massives par rapport aux différences, elles effacent les différences en quelque sorte. Elles prennent tout le premier plan et les différences apparaissent à l'arrière-plan comme étant secondaires. Bien. Alors à partir de cette définition, donc, qui, vous le voyez, théorise l'analogie dans une articulation avec le concept de similarité. Là, on a une articulation sérieuse, un peu, entre cette notion de similarité et cette notion d'analogie. Hein. Alors, la similarité, elle se situe au plan descriptif, et l'analogie, c'est le processus qui se fonde sur une similarité, un processus d'identification à partir de similarités. Hein. D'accord ? Donc là, on voit bien qu'on a deux plans. Hein. Le plan de la similarité, le plan de l'analogie, qui est le plan du processus. Alors,
le fait de percevoir une similarité, c'est aussi un processus d'une certaine façon. Hein. Mais donc, ça signifie, si on va jusqu'à ce niveau d'analyse, que l'analogie est un processus sur un processus, hein, une sorte de processus au deuxième degré, de méta-processus. Bon. Alors, cette solution, je crois que je vous l'avais aussi dit rapidement la semaine dernière, elle se distingue d'une certaine tradition philosophique, disons, qui consiste à opposer d'un côté l'analogie au sens de la proportion, de l'analogie proportionnelle, qui serait la véritable analogie, et de l'autre, la pure et simple similarité. Donc vous avez un autre axe d'opposition dans l'histoire des idées, si vous voulez, sur ces questions d'analogie et de similarité, qui consiste à dire que la similarité est quelque chose de vague, d'approximatif, une simple similarité, alors que l'analogie, on peut en faire quelque chose parce qu'elle est rigoureuse. C'est la structure A est à B, ce que C est à D. Hein. Et ça vient de la Grèce antique, de Platon, etc. Dans ce cas-là, vous voyez, on oppose d'un côté analogie, de l'autre côté similarité, ressemblance, c'est-à-dire des choses dont on ne peut rien faire dans la pensée ou dans la science. Ici, on va effectuer cette distinction entre le proportionnel et le non proportionnel à un autre niveau, au sein même de l'analogie. Donc au lieu d'avoir d'un côté l'analogie, de l'autre côté la similarité, on a l'analogie qui découle en tant que processus qui repose sur la similarité, et l'analogie elle-même va se diviser en analogie binaire et analogie proportionnelle. Donc, deux sortes d'analogies, l'analogie binaire et l'analogie proportionnelle. Donc l'analogie binaire, on peut la décrire, bon, un peu d'une manière un tout petit peu formalisée, mais cette formalisation est très, enfin, je vais dire, n'a pas beaucoup d'importance, hein, elle dit rien de plus que la formulation langagière. Donc, l'analogie binaire repose sur, peut être décrite selon trois propriétés. D'abord, les deux éléments x et y qui peuvent être soit des entités simples, soit des structures comprenant elles-mêmes des entités. D'abord, elles ne sont pas identiques. Hein. On a vu, il n'y a pas de similarité au sein de l'identité. Donc la première chose, c'est qu'il faut d'abord que les deux entités considérées ne soient pas identiques. Hein. C'est une condition de différenciation. Donc il faut qu'il existe au moins une propriété telle que x possède cette propriété, mais que y ne la possède pas. Donc il existe d tel que d de x est non d de y. Hein. Une propriété que x possède, mais que y ne possède pas. Voilà, c'est tout simplement ça, la condition de différenciation. Ensuite, il y a une deuxième condition, évidemment, qui signifie la similarité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des propriétés, au moins une propriété commune. Et puis, pour qu'il y ait vraiment analogie, eh bien, il faut qu'il existe, selon un certain point de vue, donc à ce niveau-là, si on s'arrête au point numéro 2, on est au stade de la similarité. Pour arriver au processus analogique, eh bien, il faut admettre une hiérarchie entre les propriétés différentielles et les propriétés communes, telles que les propriétés différentielles sont perçues comme étant moins importantes, d'arrière-plan ou génériques, et puis les propriétés communes ou la propriété commune comme des propriétés de premier plan ou des propriétés saillantes. Hein. Ce qui est ici schématisé par cet ordre C supérieur à D est entre crochets pour un sujet S, hein, parce qu'il y a toujours un certain point de vue, il y a forcément un point de vue, enfin forcément. Dans certains cas, on peut imaginer que cette comment dire, que ce processus analogique soit fondé sur une similarité qui existe dans la nature. Et qu'elle ne dépende pas seulement du point de vue de tel ou tel sujet. Il y a bien, dans la réalité, des choses qui sont similaires les unes aux autres. Ça n'est pas qu'une question de point de vue. D'accord ? Je ne sais pas, moi, tous les livres qui sont sur ces étagères ont objectivement des similarités. On peut certes les percevoir comme différents, mais il y a un niveau d'appréhension dans lequel ils ont une similarité objective.
Alors, à l'analogie binaire s'oppose l'analogie proportionnelle. On l'avait déjà vu avec l'exemple de la structure de l'atome. Là, je donne un autre exemple qu'on utilise, par exemple, pour les tests de QI, une chose comme ça. Bon, donc la structure c'est A est à B ce que C est à D, ou X est à X', ce que Y est à Y'. Donc l'analogie, c'est une relation entre des relations. C'est-à-dire qu'il y a une analogie entre la relation entre X et X' et la relation entre Y et Y'. Donc par exemple, ici, les chaussettes sont aux pieds comme les gants sont aux point d'interrogation. Bon, la réponse est évidemment aux mains. Hein, et cela suppose d'identifier, sans forcément la verbaliser, une propriété commune entre ces deux couples d'éléments. C'est-à-dire que par exemple, la relation, là, ça va être la relation d'enveloppement ou de protection, hein, quelque chose de ce genre-là. Hein, les chaussettes enveloppent les pieds ou protègent les pieds, comme les gants enveloppent les mains ou protègent les mains. Il y a un exemple d'analogie proportionnelle classique. Jack Lang fut à Mitterrand ce que Malraux fut à De Gaulle. Alors bon, pour les étudiants étrangers qui peut-être ne connaissent pas ces noms propres, donc Malraux, c'est un ministre de la culture célèbre, un écrivain aussi surtout, bien sûr, qui a été ministre de la culture à l'époque de Gaulle, du général de Gaulle. Et puis Jack Lang, c'était un ministre de la culture célèbre qui a créé par exemple ce que tout le monde connaît, la fête de la musique, à l'époque de Mitterrand. Et la personne qui est, Jacques Rigaud d'ailleurs, un spécialiste d'histoire culturelle, enfin de politique culturelle et de choses comme ça, à qui j'ai emprunté cette phrase, considère qu'en disant cette phrase, qu'au fond, on pourrait la reformuler, cette phrase, en disant que Jack Lang fut un ministre de la culture comparable à Malraux, d'une aussi grande envergure. Hein. Notez bien que on pourrait l'interpréter de deux façons, cette analogie proportionnelle. Si je la complète en disant, en indiquant toutes sortes d'autres ministres de la culture avec les noms des présidents. Hein. Je ne sais pas, maintenant le ministre de la culture actuel avec le président Macron. Bon. La proportionnalité va signifier simplement la relation être ministre de la culture de tel président. Mais là, cette formule, elle dit plus que ça. Elle dit être une certaine sorte de ministre de la culture. Hein. Bon. D'ailleurs, on serait bien en peine de trouver un autre nom de ministre de la culture qui entre dans une proportion de ce type-là. Hein. Tout simplement parce que, dans les deux cas, ce sont des ministres qui ont été très soutenus par le chef de l'État, pour lesquels le budget de la culture était important, etc. Bon. Chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais alors, ce que je voudrais dire à partir de cet exemple, c'est que une analogie proportionnelle, à mes yeux, elle a toujours une version binaire. Hein. C'est-à-dire que, quand vous dites Jack Lang fut à Mitterrand ce que Malraux fut à De Gaulle, une autre façon de le dire est de dire que Jack Lang est une sorte de Malraux. Hein. C'est un Malraux. On pourrait fabriquer une antonomase de ce genre-là, où c'est le Malraux des années Mitterrand. D'accord ? Et là, on entre vraiment dans une catégorisation, hein, dans une catégorie de ce qu'est une sous-catégorie de ministre de la Culture qui aurait des particularités du type de celles qu'exhibe Malraux. Bon, c'est un procédé extrêmement courant. Hein. On trouve, je n'ai pas repris les exemples, là, mais on trouve des attestations du type un tel est le Mozart de la pizza. Bon, voilà, ou je sais pas moi, on peut imaginer le Einstein du jeu vidéo. Bon,
voyez, on peut, avec un nom propre qui pourtant désigne un être unique, hein, on peut toujours fabriquer une catégorie, mais cela repose sur une analogie. Bon alors, on arrive donc à cette définition que j'ai déjà donnée et que je reprends simplement pour vous faire remarquer deux choses. Donc, analogie est bien ici le nom générique d'un type de processus, hein, et c'est là qu'on verra apparaître tout à l'heure les fonctions de l'analogie. C'est-à-dire, vous avez une sorte de processus général qui est le processus de l'analogie, et ensuite, toutes sortes de spécifications de ce processus général vont apparaître. La catégorisation est une spécification du processus d'analogie. Hein. Par exemple, on va voir, ça c'est la chose la plus connue en linguistique, que la formation des mots, quand il y a par exemple de la préfixation, de la suffixation, etc., c'est aussi un type particulier d'analogie. D'accord ? Donc, on a ici donc une classe assez vaste, disons, de processus, avec le terme d'analogie. Et puis, similarité, donc, c'est le terme qui indique la nature de cette relation qui permet le processus, et on l'opposera, par exemple, à contiguïté, notamment, on pourrait l'opposer aussi à inclusion, méronymie, c'est-à-dire la relation entre la partie et le tout. Bon. Le plus important pour moi, c'est la relation de contiguïté. Bon, on ne va pas tellement en parler cette année parce que le séminaire est concentré sur l'analogie, mais si vous voulez, pour moi, le processus d'analogie, ça n'est que la moitié de l'histoire. Alors certes, la moitié peut-être la plus importante, mais il y a un autre processus fondamental qui, lui, repose non plus sur la relation de similarité, mais sur la relation de contiguïté. Bon, ce processus, on peut l'appeler la fusion, par exemple, et de même que l'analogie est un processus d'identification à partir d'une similarité, eh bien, la synthèse ou la fusion est un processus d'unification à partir de la contiguïté. C'est-à-dire qu'on va faire de deux choses contiguës, on va faire une seule chose. Donc là, c'est une unification fondée sur la contiguïté, et non plus une identification fondée sur la similarité. D'accord ? Alors, un exemple très basique, hein, c'est-à-dire quand vous avez un groupe nominal, vous avez un déterminant, un nom, cognitivement, ça forme une unité. La contiguïté est poussée vers l'unité. Donc on a ces deux processus fondamentaux qui sont l'unification et l'identification. Et avec ces deux processus, on explique déjà beaucoup de choses en linguistique. Mais là, cette année encore, on va s'intéresser uniquement à l'analogie, qui reste beaucoup à explorer, et puis dans quelques années, je m'intéresserai à la contiguïté, et donc à la fusion. Alors, une distinction importante entre les niveaux auxquels se situent ces processus. Alors, donc, vous avez le niveau individuel du locuteur réel, hein, et puis le niveau collectif de ce qu'on appelle la langue. Bon. Alors, les similarités et les analogies jouent aux deux niveaux. Au niveau individuel, les similarités, alors c'est par simplification, on dit parfois analogie, mais bon, il s'agit de similarités. Ce sont toutes les similarités qui sont disponibles, donc, dans votre esprit, hein, dans le système cognitif du locuteur réel, qui sont fondées sur, notamment, hein, sur toutes sortes de régularités. On va le voir tout à l'heure, mais quand vous... je vais reprendre cet exemple tout à l'heure, mais je peux en dire un mot dès maintenant. Quand vous prenez une série, par exemple la série des noms d'arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers, etc.,
eh bien, vous avez, si vous avez la connaissance d'une partie de ce lexique, même si vous ne connaissez pas tous les noms d'arbres fruitiers, si vous en connaissez quelques-uns, vous mémorisez non pas seulement des noms pourvus de leur suffixe, etc., hein, comme poirier, pommier, etc., vous mémorisez aussi la régularité, c'est-à-dire le fait que vous avez le radical qui est le nom du fruit, et puis un suffixe ier, qui fabrique le nom d'arbre. Bon. Eh bien, cette régularité, c'est une structure qui est disponible. Ce qui vous permet de comprendre un nom d'arbre que vous n'auriez jamais entendu, par exemple. Hein, je vous donne toujours cet exemple, le cacaoyer. Bon, parce que ce n'est pas très courant, l'arbre sur lequel poussent des fèves de cacao. C'est sûr que c'est dans nos climats, en tout cas, enfin en France, c'est beaucoup moins courant que le poirier, le pommier, etc. Hein, le cacaoyer. Bon. Eh bien, même si vous n'avez jamais entendu ce mot, vous allez, par analogie, avec poirier, pommier, cerisier, etc., pouvoir très facilement deviner son sens. Vous pourrez même le produire. Si je vous avais demandé, avant de vous poser la question, quel est le nom de l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao, bon, en général, quand je pose cette question, les gens répondent cacaotier, hein, ils hésitent un peu entre cacaoyer, cacaotier, bon, c'est sûr. On peut, après, il y a le caractère aléatoire de la façon dont le mot s'inscrit dans la langue, mais bon, dans tous les cas, on retrouve quelque chose de proche. On peut même inventer. Je veux dire, vous pouvez, dans une fiction, avoir un fruit imaginaire et puis ajouter ier pour fabriquer l'arbre sur lequel pousse ce fruit. Hein, bon. Donc ça se passe au niveau du locuteur individuel. Hein. Et puis, au niveau collectif de la langue, en fait, ce qui se présente au niveau individuel existe dans une langue donnée. Hein. Quand on décrit une langue, on décrit la plupart du temps des structures de similarité, des similarités proportionnelles, et donc qui vont permettre des analogies qui se valident, dans certains cas, hein, pas toujours, au plan de la langue, hein, dans la diachronie, dans le changement linguistique. Bon, mais évidemment, il faut à chaque fois tenir compte des normes présentes dans chaque synchronie, ce qui rend très difficile, évidemment, de prédire les résultats des processus analogiques. Parce que vous avez un certain nombre de mots possibles dans les langues, mais qui ne sont pas attestés. Je sais pas, oui, par exemple, prenons cet exemple qui était dû à une ministre, donc c'était Ségolène Royal, qui avait prononcé bravitude, hein, un mot qui n'existe pas dans la langue française, mais qui est bien formé, au fond. Hein. On pourrait très bien imaginer qu'on crée une nuance entre la bravoure et la bravitude. D'accord ? C'est un mot bien formé, c'est un mot possible de la langue. Mais il n'est pas validé par la norme à un moment donné de la langue. Donc il y a un autre plan que celui des processus analogiques, qui est le plan des normes. Alors après, c'est une autre question, mais on peut étudier les normes et dire ou bien les normes sont totalement arbitraires au hasard, etc., soit il y a une logique des normes. Bon, mais enfin ça nous emmènerait trop loin pour l'instant. Donc, nous en sommes là. L'analogie est un processus d'identification fondé sur une relation de similarité. Et je repose ma question, entre quoi et quoi ? Alors on peut distinguer, si vous voulez, pour en quelque sorte débroussailler le terrain, les concepts de base dont on a besoin pour la description linguistique. Alors ces concepts de base sont les suivants. Vous avez d'abord ce que j'appelle ici, ESM, les événements sensorimoteurs. Alors qu'est-ce que j'appelle les événements sensorimoteurs ? Ce sont les processus sensoriels qui vous permettent d'entendre les sons des langues, hein, c'est-à-dire ce qui se passe dans
dans le système, enfin disons dans l'oreille, ensuite dans les conduits nerveux, enfin dans le système auditif dans son ensemble, et puis du point de vue moteur également, hein, les mouvements de la bouche, de la lèvre, des lèvres, de la langue, etc., qui font que vous produisez tel ou tel son. D'accord ? Donc là, ça, ce sont des événements corporels, enfin, ce sont des processus purement corporels. Hein, corporels, et qui sont bien sûr, qui ont bien sûr une base cortico-cérébrale, mais qui sont des mouvements, en fait. Ce sont des mouvements du côté du côté moteur, et puis des perceptions sensorielles du point de vue sensoriel. Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous avez les signifiants, donc c'est pas tout à fait la même chose hein, que les sons eux-mêmes. Hein. Vous savez bien que le signifiant, il résulte d'une certaine forme d'abstraction, hein, et après, on peut le définir de différentes façons, mais disons que c'est un autre paramètre qu'on pourrait prendre en considération. Ensuite, il y a le signifié qui est lié au signifiant, par exemple dans le cadre de la théorie saussurienne, hein, et qui se définit par opposition aux autres signifiés, qui est spécifique aux langues. Vous avez le signe qui est l'association du signifiant et du signifié. Le concept qui se distingue du signifié dans la mesure où le concept, lui, ne varie pas selon les langues. Et puis, il n'a pas de... Un signifié, il est toujours associé à une partie du discours dans les langues. Hein. C'est un nom, un verbe, un concept, il n'a pas de partie du discours. Hein. Il n'a pas de forme, en quelque sorte. Il n'a pas de forme grammaticale, d'une certaine façon, au sens des parties du discours. Et puis le concept lui-même se distingue, au même titre que le signifiant se distingue des événements sensorimoteurs, le concept se distingue de la réalité externe. Hein. Le concept de table, c'est pas une table. D'accord ? Il est certain que la distinction entre signifié et concept est un peu subtile, disons, mais pour la comprendre, il suffit de se dire, de prendre ces deux caractéristiques, hein, qui, me semble-t-il, sont les plus claires pour avoir une idée de cette notion. D'une part, donc, cette idée que le concept de table, le concept de bœuf, c'est le même, quelles que soient les langues. Mais le signifié du mot bœuf n'est pas le même d'une langue à l'autre. Pourquoi ? Parce que je vais prendre plutôt l'exemple du mouton, qui est classique, hein, et que tout le monde comprendra parfaitement, parce que bœuf, ça suppose, par exemple, si on veut faire la comparaison avec l'allemand, de connaître la différence entre ox, stier, bulle, etc. Bon, donc, mais en revanche, si on prend mouton, qui se traduit en anglais par mutton ou sheep, ça c'est très facile. Hein, on a mutton, la viande de mouton d'un côté, sheep, l'animal, le mouton. Bon. Du point de vue du concept, j'ai soit le concept de mouton, soit le concept de viande de mouton. D'accord ? Ces deux concepts, je veux dire, si je prends le concept de mouton, je vais l'appeler mouton dans une langue, sheep dans l'autre. Si je prends le concept de la viande de mouton, je vais l'appeler mutton dans une langue et mouton dans l'autre. Bon. J'ai pas de problème, mon concept il est stable d'une langue à l'autre. D'accord ? Par contre, si je prends le signifié du mot mouton et le signifié, par exemple, du mot sheep, les deux signifiés ne se recoupent pas, puisque le signifié du mot mouton, il inclut la viande de mouton, alors que le signifié du mot sheep, il exclut la viande de mouton, il ne retient que le mouton animal. Donc là, j'ai bien deux mots qui ont le même concept et donc qui renvoient au même type de référent, hein, mais qui ont des signifiés différents. Voilà. Alors à partir de là, il faut introduire deux types d'analogies ou de similarités. Hein. Vous avez compris la distinction. Là, à ce niveau-là, peu importe. Si je parle d'analogie homogène, ça présuppose, mais je ne vais pas le dire à chaque fois, que c'est une analogie fondée sur une similarité homogène. Si je parle d'analogie hétérogène, je vais parler d'une analogie fondée sur une similarité hétérogène. Bon. Pourquoi analogie homogène hétérogène ? Tout simplement, ça aussi je vous l'avais dit, c'est le fait que le problème, en quelque sorte, hein, est assez différent lorsque vous avez affaire à une analogie ou à une similarité entre des signifiants, ou entre des signifiés, ou entre des concepts. Et c'est là qu'on va parler entre deux choses de même nature, en quelque sorte. Hein. Donc,
l'analogie homogène va poser des problèmes distincts de l'analogie hétérogène, par exemple entre signifiant et signifié, ou entre signifiant et concept, parce que là, j'ai des entités qui appartiennent à des réalités complètement, à des mondes complètement différents, et donc la nature des propriétés communes va être beaucoup plus difficile à identifier. Alors, on obtient un tableau à double entrée de ce type-là. Donc là, vous avez événements sensorimoteur, signifiant, signifié, signe, concept, référent. Bon, alors, évidemment, on pourrait en ajouter beaucoup. Hein. On pourrait ajouter phrase, texte. On peut en faire autant qu'on veut, des tableaux comme ça. Et puis, on met la même chose en ligne et en colonne. Et puis, on obtient, donc ensuite, on va observer, est-ce qu'il y a des analogies. Alors, on a la diagonale avec toutes les analogies homogènes, entre événements sensorimoteurs, entre signifiants, entre signifiés, etc. Et partout ailleurs, ce sont des analogies hétérogènes. Et donc là, ce tableau, si vous voulez, il nous met sous nos yeux tout ce qu'il faut explorer. Est-ce qu'il y a des analogies entre signifiants et événements sensorimoteurs, entre signifiés et événements sensorimoteurs, etc., etc. Hein. Il faut ajouter, en réalité, il faut compliquer un tout petit peu avec ce qu'on peut appeler, je choisis de l'appeler comme ça, une analogie homo-hétérogène. Hein. Homo-hétérogène parce que dans certains cas, l'analogie, le cas typique, c'est la métaphore. Hein. Dans certains cas, l'analogie est homogène, c'est-à-dire que une métaphore, on pourrait la définir comme une similarité entre deux concepts, par exemple. Hein. Tout à l'heure, je parlais du vers de Baudelaire, la nature est un temple. Bon, entre le concept de nature et le concept de temple, propriété de la nature, les propriétés des temples, j'établis une similarité. Mais la métaphore, donc c'est entre des concepts. C'est pas entre un concept et des sons, par exemple. Hein. C'est entre deux concepts une métaphore. Bon, ou entre des signifiés. Bref, peu importe. Hein, qu'on dise entre des signifiés ou des concepts, ça ne change rien au raisonnement. Simplement, l'idée même de métaphore suppose qu'il y ait un écart à l'intérieur de ces signifiés. On ne peut pas faire de métaphore avec des signifiés trop proches ou des concepts trop proches. Par exemple, c'est un exemple que donnait Kléber, je crois, mais je ne me souviens plus précisément de l'exemple qu'il donnait, mais vous pouvez dire ce type a une tortue pour dire qu'il est lent, quoi. Mais vous ne pourrez pas dire ce chat est une tortue s'il va lentement. À cause du fait qu'il s'agit dans les deux cas de noms d'animaux et que l'écart d'hétérogénéité requis à l'intérieur de cette homogénéité est absent. Hein. Bon, voilà. Alors, ça c'est un point sur lequel je ne vais pas beaucoup insister parce qu'on ne va pas énormément l'utiliser. Alors, voici quelques exemples. Alors, d'abord, des exemples d'analogies homogènes, très connus. Les rimes entre signifiants, les analogies entre signifiants renvoient à des phénomènes comme celui de la rime, la paronomase, hein, qui, dans le discours humoristique, la paronomase, c'est-à-dire le fait que des mots se ressemblent, mais ils ont une similarité de signifiant, mais on se sert de cette similarité de signifiant pour rapprocher les signifiés. C'est évidemment un ressort humoristique extrêmement utilisé. Bon, la rime, on s'en sert aussi pour rapprocher des mots qui sont différents mais qui ont des signifiants similaires. Les analogies homogènes entre signifiés renvoient à la synonymie ou à la parasynonymie, c'est-à-dire la synonymie approximative, mais enfin bon, on sait que la synonymie parfaite n'existe quasiment pas, donc le cas général c'est plutôt la parasynonymie, et puis la polysémie, hein, puisque dans la polysémie vous avez un mot qui a des significations distinctes mais qui sont quand même en relation, donc il y a une sorte de similarité entre les signifiés. Les analogies entre événements sensorimoteurs renvoient simplement à la notion même de phonème, hein, c'est-à-dire que
vous savez bien que l'écart qu'il y a entre l'unité du phonème et la variété de ses actualisations, c'est-à-dire lorsqu'on prononce un mot, lorsqu'on articule, disons, une syllabe, ou peu importe, on réalise on réalise un signifiant, d'accord ? Bon, mais la catégorie phonétique elle-même, enfin disons le phonème, est lui-même le résultat, le fait de percevoir un même phonème sous différentes réalisations, qui peuvent être variables, hein, d'une personne à l'autre. Bon, je ne sais pas, prenez le R en français, d'une région à l'autre, on le prononce différemment, mais ça reste toujours le même R en français. Alors que dans d'autres langues, vous allez avoir des R différents, en allemand, en arabe, enfin bref. Bon, mais le fait de percevoir le même phonème sous ces réalisations diverses, c'est bien un phénomène de catégorisation. On se base sur les similarités entre ces événements sensorimoteurs pour dire qu'il y a une seule chose, hein, qui est un seul phonème. La similarité entre référents, c'est ce qui fonde la notion, le concept. Hein. C'est-à-dire un concept, il est fondé la plupart du temps sur la similarité référentielle. Et puis la similarité entre des signes, c'est ce qu'on appelle la motivation relative dans la perspective saussurienne, mais ça, je reviendrai plus tard sur cette notion. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Hein. Il y a une similarité entre le signe pommier, le signe poirier, le signe pas peuplier, c'est un peu différent, entre poirier, pommier, cerisier, etc. Hein. Ces signes sont similaires et c'est de la similarité. Ce sont des similarités qui produisent des analogies homogènes. Alors ensuite, les analogies homo-hétérogènes, eh bien, j'ai déjà signalé la métaphore. Il y a l'analogie de type didactique. Alors, par exemple, celle qu'on a vue la semaine dernière avec la structure de l'atome et le système solaire. Bon, eh bien, cette analogie, elle suppose bien un contraste. Enfin, c'est bien une analogie homogène, là, on compare deux situations, mais comment dire ? Mais pour qu'elle soit efficace, cette analogie didactique, il faut que les domaines sources et les domaines cibles soient assez éloignés. D'où l'idée d'hétérogénéité à l'intérieur de l'homogénéité. Oui ? Ah, source et cible, oui, j'ai expliqué ça la semaine dernière. La source de l'analogie et la cible de l'analogie. La source, par exemple, dans le cas de l'analogie selon laquelle, par exemple, on va expliquer la structure de l'atome à partir du système solaire. La source, c'est le système solaire, et la cible, c'est l'atome, hein, la structure de l'atome. Bon, on a la même chose dans l'analogie argumentative. Hein, on peut reprendre cet exemple de l'Holocauste animal. Alors ensuite, les analogies hétérogènes. Les plus intéressantes sont celles qui relèvent de l'iconicité d'image, hein, entre signifiants ou entre événements sensorimoteurs. Bon, j'ai écrit phone ici, mais c'est la même chose que événements sensorimoteurs. Donc, soit entre signifiant, événements sensorimoteurs d'un côté, signifié, référent, voire concept de l'autre. Hein. Là, entre du son et du sens, pour le dire grossièrement. Si on a une similarité entre du son et du sens, on est dans l'iconicité. Alors, soit l'iconicité d'image, soit l'iconicité diagrammatique, mais ici, on a une analogie entre forme et contenu. Ça, c'est vraiment la chose qui est peut-être la plus intéressante à examiner. Et puis ensuite, vous avez les analogies entre signifié ou concept d'un côté et référent de l'autre. C'est la base, si vous voulez, des analogies cognitives au sens de Lakoff. Bon, ce sera un petit peu trop long d'expliquer ça maintenant, j'en reparlerai plus tard. Alors, le dernier point qu'il faudrait examiner,
ce sont donc les fonctions de l'analogie. Alors, je vois qu'il est 18h, on va faire 5 minutes de pause et puis je reprends là juste après sur ces fonctions. Bon, alors, je reprends et je termine cette partie du cours avec donc les fonctions de l'analogie. Ce sera une première approximation, hein. On va de toute façon procéder de cette façon-là par approximation successive, et on entre dans les détails par la suite. Donc, 6 fonctions, la fonction de catégorisation, fonction catégorisatrice, fonction de régularisation qu'on va appeler régularisatrice, fonction iconique, figurative, discursive et paraphrastique. Alors, la première est très simple au fond, puisqu'on a déjà vu, c'est une façon, si vous voulez, de formuler cette idée d'unification entre analogie et catégorisation, mais de la formuler de façon, si vous voulez, peut-être plus claire dans l'articulation entre le concept d'analogie et le concept de catégorisation. L'idée ici, c'est que on utilise le processus analogique pour signifier ou produire une catégorisation. Donc, effectuer une analogie entre x et y signifie dans ce cas, dans le cas de cette fonction catégorisatrice, que x et y appartiennent à la même catégorie C. D'accord ? C'est ça que j'appelle une fonction de l'analogie. L'analogie, on s'en sert pour faire de la catégorisation, ici. Alors bon, là, on pourrait développer, mais je ne vais pas le faire. Je donne simplement une liste comme ça des différents grands types de catégories qu'on peut distinguer. Il y a les catégories de sens, concepts, signifiés grammaticaux, signifiés lexicaux. Ce sont des analogies homogènes et de haut niveau, si vous voulez, c'est-à-dire qui sont plus intellectuelles que sensorielles, disons. À l'inverse des catégories de formes, les phonèmes, qui sont aussi des analogies homogènes, mais de bas niveau. C'est la perception catégorielle. Et puis, les catégories qui regroupent forme et sens, c'est-à-dire les catégories de signes, d'unités lexicales, de phrases, de textes, etc. Donc dans tous les cas, vous voyez que la catégorisation implique des analogies homogènes. Ce qui est assez naturel, parce que l'idée de catégorie suppose quand même que on a des choses plus ou moins quand même de même nature. Bon, deuxième fonction, la fonction de régularisation. Alors c'est celle qui est le plus habituellement documentée en linguistique. Alors je reprends le premier cas, c'est celui que j'ai déjà signalé, hein, la fonction de régularisation. C'est ce qu'on va avoir dans le rapport proportionnel cerisier-cerise, pommier-pomme. Hein. Donc par exemple, on va pouvoir dire cerisier est à cerise, ce que pommier est à pomme, etc. etc. On peut continuer avec poirier, etc. Bon. Là, cet exemple-là correspond à la fonction régularisatrice en synchronie. Comme je le disais tout à l'heure, ça vous permet de comprendre des signes que vous n'aviez jamais entendus ou de produire des signes nouveaux par un procédé de formation qui est au fond une régularité de formation, donc une analogie au sens là proportionnel. Alors, ce qui est bien documenté en diachronie, c'est l'analogie en tant que processus qui s'oppose à l'évolution phonétique. Alors, je reprends cet exemple classique qu'on trouve dans le cours de linguistique générale, qui explique l'apparition de la forme honor à partir
d'une forme onos. Donc, vous aviez en latin, pour le mot honneur, français, un couple onos, nominatif onos, accusatif onosem. D'accord ? Ce qui est une formation régulière par rapport à orator, oratorem. Autrement dit, vous ajoutez em à la fin, ça vous donne l'accusatif par rapport à la forme de nominatif. D'accord ? Onos, onosem, orator, oratorem. Donc là, on a une proportion, on a une régularité. Hein, on peut dire onosem est à onos ce que oratorem est à orator. Bon. Mais dans l'histoire du latin, à un moment donné, il existe un phénomène, intervient un phénomène qu'on appelle le rotacisme et qui transforme le S intervocalique, entre le O et le E ici, en R. Donc ça c'est une loi phonétique. Hein. Progressivement, la prononciation, si vous voulez, de onosem évolue vers honorem. Donc on finit par prononcer honorem. Bien. Et là, on se retrouve avec un couple qui a perdu sa régularité, puisqu'on a un accusatif honorem en parallèle avec un nominatif onos. Et peu à peu, dans l'histoire du latin, apparaît la forme honor, qu'on va précisément là appeler une forme analogique. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette forme apparaît par analogie, par exemple avec orator, pour reconstruire une régularité avec honorem. Mais, vous voyez bien la différence entre l'évolution qui fait passer de onosem à honorem au changement, qui n'est pas vraiment une évolution, qui fait passer de onos à honor. Parce que le passage de onosem à honorem, il est progressif, c'est une sorte d'érosion de la prononciation. Hein. Il est progressif, et il est un peu constant. Tandis que honor, il faut s'imaginer que les premières personnes qui ont prononcé le mot honor étaient perçues comme faisant une faute, hein, puisque la bonne forme était onos. Donc ils produisaient une forme fautive. Mais ils ne la produisaient pas par hasard. C'est leur système cognitif, c'est l'analogie qui les a amenés à produire cette forme qui n'était pas dans la norme au début. Mais peu à peu, pour des raisons d'efficacité sémiologique, c'est-à-dire de re-régularisation du système, si je peux me permettre ce néologisme, eh bien, cette forme s'est imposée. Hein, et là, supplanté la forme onos. Donc, là, ce n'est pas une prononciation qui a évolué. C'était deux mots en concurrence. Il y avait les latins cultivés qui savaient bien que le nominatif pour honorem, c'était onos, mais ceux qui avaient en tête l'histoire, en quelque sorte, du latin. Et puis, peut-être les personnes moins cultivées qui prononçaient honor, tout simplement parce que honorem, peut-être l'accusatif est plus fréquent, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, la forme honorem a été perçue comme une sorte de forme de base à partir de laquelle on a reconstruit la forme honor. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle l'évolution phonétique. Bien. L'évolution analogique, hein, par opposition à l'évolution phonétique. Enfin, le changement analogique par opposition, pour être plus précis, le changement analogique par opposition à l'évolution phonétique. Donc ça, c'est vraiment le concept d'analogie tel qu'il est documenté dans la tradition linguistique habituellement. Hein, mais en général, on ne va pas au-delà. Alors, cette perspective sur la morphologie, là vous voyez qu'on s'intéresse surtout à des problèmes de morphologie, cette perspective qui s'intéresse à la question de la régularisation qui est produite par les locuteurs, qui est d'ailleurs le même processus qui conduit des enfants, par exemple, à produire des mots qui n'existent pas, mais tous les produisent, par exemple. Hein. Il y a des exemples très connus. Par exemple, beaucoup d'enfants, à un moment donné, disent une étoile d'araignée, et pas une toile d'araignée. Pourquoi ? Parce que pour eux, il y a la forme d'étoile, ils le font. Alors, bon, le processus est un petit peu différent, mais c'est une sorte de normalisation par rapport au vocabulaire connu. Hein.
puisque une toile d'araignée, c'est très abstrait ce concept de toile, alors que étoile, comme la toile d'araignée a une forme d'étoile, ça se comprend bien. Bon, un autre exemple du même genre, bon, mais là plus anecdotique peut-être, un enfant qui produit, c'est attesté, par opposition à un raccourci, donc il avait l'habitude de prendre un chemin plus court, donc un raccourci, et le jour où on prend le chemin plus long, il dit « Ah bah cette fois-ci on prend le rallonge-ci hein ». Donc il n'a jamais entendu ce mot-là, il le produit par analogie, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y a aussi les formes du type ils sontaient au lieu de ils étaient, hein, puisque une forme d'imparfait qu'on trouve, qui est comment dire, très usuelle chez les enfants d'un certain âge. Et vous voyez, ils ne l'ont pas entendu chez leurs parents. Ou alors c'est qu'ils ont des parents très bizarres, mais c'est le fait que beaucoup d'enfants spontanément produisent ce type de forme montre bien qu'il y a ces processus automatisés d'une certaine façon de régularisation qui se font dans le système cognitif des individus. Bon alors, une perspective contemporaine sur la morphologie qui prend en considération ce type de phénomène, c'est ce qu'on appelle la morphologie naturelle, qui est un courant de la morphologie, bon, encore un peu marginal, mais tout à fait intéressant, développé par des auteurs comme Dressler et son élève, disons, Kilani Scotch. Je passe parce que ce serait trop long d'expliquer. Et je vous donne cette citation intéressante de Hitkonen, qui est donc celui dont je parlais tout à l'heure à propos du livre Analogy as a Structure and Process, qui disait la chose suivante, enfin c'était une conférence mais qui est inédite. Il avait fait un exposé qui s'appelait La résurgence contemporaine de la linguistique analogique. Mais il précise, résurgence, cela ne veut pas dire que quelque chose, après avoir été totalement absent, commence à exister de nouveau. Toute description grammaticale est forcément de nature analogique. Puisque, en fait, une description grammaticale, elle décrit les régularités. Et qui dit régularité, dit similarité proportionnelle, donc analogie. Bon, alors, cela n'épuise certainement pas toutes les possibilités de décrire une langue, mais c'est le noyau inéluctable de chaque description grammaticale. Donc, si vous voulez, l'analogie, elle est au cœur. Dès qu'il y a un paradigme, il y a de l'analogie, potentiellement. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas pensé à cet exemple, mais qui est pourtant le plus évident, les paradigmes de la conjugaison. Vous pouvez former, vous pouvez produire une forme verbale à n'importe quel temps ou mode, enfin, disons, tout au moins pour les temps et modes usuels, hein, pour un verbe que vous n'avez jamais formé auparavant. Enfin, je veux dire que produire je sais pas moi, l'imparfait d'un verbe que vous n'avez jamais utilisé à l'imparfait, ça ne vous pose aucun problème. Et ça ne vous pose aucun problème parce que vous le faites par analogie avec les formes que vous connaissez. Vous reproduisez hein, les flexions, etc., etc. Bon, bref. Donc ça, c'est ce qui est le mieux cartographié en linguistique, ce qui est le plus simple d'appréhension, la fonction régularisatrice de l'analogie. Ici, en gros, l'analogie entre deux éléments signifie qu'ils appartiennent à un certain paradigme. Bon, alors ensuite, on a, ça se complique un petit peu, on a la fonction iconique de l'analogie. Alors là, c'est ce qui est peut-être pour moi le plus intéressant parce que, disons, le plus conflictuel peut-être, le plus difficile à argumenter, bien que aujourd'hui, ces travaux de ce type prennent quand même une importance plus grande qu'il y a quelques années. Alors, ici, on a affaire à une analogie hétérogène entre forme et contenu, ou si on veut, entre signifiant et signifié, qui la plupart du temps est prise en compte sous le concept d'iconicité d'image, mais bon, si on l'analyse dans le détail, on peut voir qu'il y a aussi l'iconicité diagrammatique dans ce cas-là, mais peu importe.
Donc, l'intérêt de cette fonction iconique, c'est son efficience sémiotique. Donc, ça signifie que si vous codez une signification avec un signe ou un signifiant qui, d'une façon ou d'une autre, ressemble à cette signification ou au référent, ben votre codage il est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que l'expérience codée est dans ce cas-là d'autant plus facile à stocker, à récupérer et à communiquer. Si le code ou le signifiant est isomorphe à l'expérience, à la chose désignée, au concept, etc., eh bien vous avez une meilleure efficacité sémiotique, une meilleure efficience sémiotique. Donc la fonction iconique de l'analogie, elle sert à produire une efficience sémiotique. Donc je n'y reviens pas, mais c'était l'exemple que j'avais donné la dernière fois du pictogramme. Typiquement, le pictogramme, c'est un signe qui relève de la fonction iconique de l'analogie, puisqu'il y a une analogie entre le signifiant et le référent. Bon, alors pour cela, je vous le mentionne rapidement, mais on y reviendra plus tard. Pour documenter ce type de phénomène, il y a deux types de travaux, des expérimentations de type psycholinguistique qui ont commencé très tôt, vous voyez, en 29, mais tout ça est resté pendant très longtemps très marginal en linguistique. Et ça n'est qu'à partir des années 2000 que beaucoup, là j'en cite qu'un tout petit nombre, mais il y a des centaines de publications aujourd'hui, depuis les années 2000, sur ces questions-là. Alors, un exemple classique, mais je crois que je vous l'avais déjà mentionné, c'est on donne à des sujets deux mots qui n'existent pas, des non-mots, ce qu'on appelle aussi parfois des logatomes, maluma, takete. On donne ces deux formes, une forme angulaire et une forme arrondie, et on demande au sujet à quelle forme correspond à maluma, enfin, je veux dire, oui, et quelle forme correspond à takete. C'est assez évident pour tout le monde, non? Vous allez, 90% des personnes répondent que takete, c'est la forme angulaire, et maluma, la forme arrondie. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ce sont des mots qui n'existent pas. Donc ça veut dire que le son lui-même, enfin les phonèmes, véhiculent de l'information que vous interprétez. En l'occurrence ici, une information, disons, visuelle. Alors évidemment, le protocole expérimental fait apparaître cela. Ça ne veut pas dire que si on demandait à des gens, je pense que l'expérience a dû être faite, de demander à des personnes de faire un dessin qui s'appelle takete et faire un dessin qui s'appelle maluma. Je ne suis pas sûr qu'on verrait des résultats aussi nets. Mais là, si vous voulez, le protocole est contraint et oblige à un choix binaire, mais en tout cas, les résultats sont loin d'être comparables au hasard. Donc ça veut dire, ça c'est extrêmement important, et ça renvoie, si vous voulez, à un phénomène plus général qu'on appelle les correspondances transmodales. C'est l'idée que cognitivement, notre sensorialité est organisée de telle sorte que nos sens sont reliés les uns aux autres. Il y avait une formule de Merleau-Ponty qui disait, de Maurice Merleau-Ponty, le philosophe français, qui disait grosso modo, il n'y a pas de sensation pure. C'est-à-dire que l'idée, c'est que il n'existe quasiment pas de sensation auditive, si vous prenez les différents sens, l'ouïe, le toucher, la vue, etc. Bon. Bien, prenons l'audition, il n'existe pas de sensation auditive pure. Un son évoque en même temps des images, peut-être des parfums, peut-être un aspect tactile. Il serait facile de montrer que takete évoque quelque chose de plus rugueux que maluma, qui serait plus doux, par exemple. Bon, donc, ça c'est extrêmement intéressant du point de vue de l'analyse de la cognition humaine, et peut-être plus largement qu'humaine d'ailleurs, mais nos sens sont reliés les uns aux autres. Et c'est cela qu'on appelle les correspondances transmodales, c'est-à-dire les correspondances d'une modalité sensorielle à une autre. Alors là, c'est un exemple où de l'information auditive est interprétée
visuellement, mais il y a d'autres, toutes sortes d'autres types de correspondances. Hein. Par exemple, il y a des travaux sur les noms qui ont été faits par un de mes collègues sur les noms des vins, où on montre que il y a une correspondance transmodale entre la sensation de goût et certains noms aussi, etc. Bref. Alors, disons que le point important ici, c'est qu'on est vraiment là à l'extrême opposé de la notion d'arbitraire saussurien. On est dans l'idée que les phonèmes véhiculent vraiment intrinsèquement de la signification. Il y a du il y a du sens dans les phonèmes. On peut en trouver tout au moins. D'accord ? Ça n'est pas forcément activé, mais on peut en trouver. Et ça, c'est au fond une tradition. Évidemment, en linguistique, ça paraît aberrant, parce qu'on est habitué à travailler à partir de l'hypothèse, disons, ou du principe de l'arbitraire du signe. Mais c'est quelque chose que les poètes connaissent bien, par exemple. Hein. Je veux dire que certains sons évoquent plus quelque chose que d'autres. Mais en linguistique, ça a toujours été quelque chose qu'on considérait comme étant totalement marginal, réservé aux onomatopées, par exemple. Mais non, ça joue un rôle cognitif absolument fondamental. Bon, alors l'autre type d'étude, ce sont les descriptions du symbolisme phonétique dans les langues, donc avec des corpus de différentes sortes, soit de nomatopées, soit ce qu'on appelle d'idéophones. Alors on aura un exposé d'une doctorante sur les idéophones en turc. C'est une partie du discours. Ça n'existe pas, ça existe en japonais, en turc, dans des langues africaines. Bref, là c'est vraiment une partie du discours où les sons sont évocateurs de signification, mais autres que dans un système différent des onomatopées, puisque les onomatopées, ce sont des sons qui imitent des sons. Hein. Le coucou, par exemple, le mot coucou, qui est un nom d'oiseau d'origine onomatopéique, c'est un son qui évoque un autre son. Mais les sons peuvent évoquer d'autres choses que des sons. Hein, et dans ce cas-là, on est dans l'idéophone. Bon, vous avez le problème des phonestèmes et submorphèmes. Bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Et puis, quelques études récentes dont je vous donne un exemple ici, avec un article donc, vous voyez, de 2014 de Monaghan et ses collègues. Alors, je résume en un mot. Ils ont pris un corpus de verbes anglais et ils ont adopté deux types de mesures. Donc, ils ont éliminé tous les verbes qui étaient qui étaient de la même famille. Hein. Ils ont pris uniquement des racines verbales pour disons, éviter des similarités qui sont déjà inscrites dans le lexique. Hein. Bon. Et ils ont adopté une mesure de la distance phonologique. Vous voyez, je sais pas moi, il y a peu de distance phonologique entre, je ne sais pas, ra et ri. Hein. Il y a un phonème de distance, alors qu'entre ra et pri, il y a beaucoup plus de distance phonologique, d'accord ? Donc ça a l'air simple comme ça, mais c'est assez compliqué en réalité de mesurer la distance phonologique. Il y a plusieurs types de mesures possibles, enfin bref. Admettons un calcul de la distance phonologique. Ensuite, ils adoptent une mesure de la distance sémantique. Hein. Est-ce que les mots sont distants sémantiquement ou proches ? Bon, ça aussi c'est assez compliqué, mais enfin, ils utilisent plusieurs sortes de mesures. Bon. Et ils intègrent ces données dans leur base de données et ils essaient de voir s'il y a une corrélation entre les deux. Et ils montrent qu'en effet, il y a une corrélation entre la distance phonologique et la distance sémantique, c'est-à-dire que statistiquement, si des mots sont proches phonologiquement, ils vont être proches sémantiquement. Et si des mots sont distants phonologiquement, ils vont être distants du point de vue du sens. Mais c'est un résultat statistique global qui, au fond, ne nous donne pas d'éléments de détail pour analyser ce qui est iconique spécifiquement. Mais enfin, ça montre quand même cette tendance générale qui est donc, quand même une tendance importante. Il y a d'autres travaux dont je vous parlerai plus tard qui montrent le même genre de choses. Quatrième fonction, la fonction figurative. Alors là, c'est l'idée que dans les langues, et
il y a des expressions qui produisent un effet d'image. Or, l'image, on peut la considérer, c'est ce que font des auteurs comme Le Guern, un très bon livre, ancien, mais toujours qui garde un grand intérêt, un livre de Michel Le Guern, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, qui lui-même reprenait un peu la formule à Ullmann. L'image, au sens de l'image, par exemple la métaphore, etc., c'est l'expression linguistique d'une analogie. Bon, donc, c'est facile de voir le lien qu'il peut y avoir entre la métaphore et l'analogie, bien sûr. Bon. Donc, là, on peut, quand on s'intéresse à cette question, on peut facilement constater que cette dimension figurative du langage, en fait, le fait que certains mots vous produisent un effet d'image, cet aspect a souvent, la plupart du temps, il a été complètement évacué de l'analyse de la métaphore. On le retient par exemple pour l'hypotypose, où là on voit bien qu'il y a quelque chose de figuratif, mais la métaphore est rarement envisagée sous l'angle de cette figurativité. Une des particularités de la dimension figurative de l'image, c'est qu'en fait elle échappe au contenu sémantique ou conceptuel de l'énoncé. Par exemple, quand vous prenez cette formule célèbre de John Donne, « aucun homme n'est une île », au sens où aucun homme n'est complètement isolé, on est relié au monde, aux autres, etc. Bon, bref. Bien qu'on ait une négation pour dire que les hommes ne sont pas des îles, eh bien, l'énoncé produit tout de même l'image d'un homme comme une île. Oui ? C'est-à-dire que la métaphore, même si vous la niez, elle est quand même présente. Donc elle échappe au niveau logique de l'énoncé. Elle se situe sur un autre plan. Et ce plan, c'est le plan de l'image. Alors, pour comprendre mieux cette notion, on peut se tourner du côté de la psychologie cognitive qui là aussi utilise une notion qui est très peu usitée en linguistique, qui est la notion d'imageabilité. Alors l'imageabilité, c'est une propriété des noms qui fait, mais des noms isolés cette fois-ci, qui fait que tel nom va produire plus facilement qu'une autre une image mentale. Alors les psychologues fabriquent des sortes de référentiels à partir d'enquêtes, où on va demander à des gens est-ce que ce mot vous évoque facilement ou pas une image mentale. Donc si on leur dit pomme, ça évoque facilement une image mentale. Donc ils vont mettre sur une échelle de 1 à 5 ou je ne sais plus de 1 à 7, ils vont mettre un score élevé. Mais si on leur donne anatomie par exemple, ou liberté, ça va peut-être être un score beaucoup plus faible. Alors ça donne des tables de ce type-là, vous voyez. Là sur cette table il y a il y a la concrétude, l'imageabilité, la fréquence subjective et la valence émotionnelle. Mais si on s'intéresse uniquement à l'imageabilité, vous voyez que dans la plupart des mots, c'est de 1 à 5. Donc quand vous avez 4, etc., c'est une assez forte imageabilité. Là, vous avez, pour tous ces mots, une assez forte imageabilité. Mais vous allez me dire, et ce serait pertinent, oui, mais l'imageabilité, c'est parallèle à la concrétude. Plus un mot est concret, plus il est facile, plus il produit facilement une image mentale. Alors, apparemment, oui, mais ça n'est pas toujours le cas. Prenez l'exemple de bombe. Une bombe, il a un taux de concrétude, un score de concrétude élevé. Tout le monde sait que c'est concret, une bombe. Mais une imageabilité très faible. Parce qu'à moins que vous ayez une expérience de terroriste, vous n'avez pas vu des bombes. Vous ne savez pas exactement à quoi ça ressemble. Donc, peut-être, si on vous demande de dessiner une bombe, vous allez dessiner peut-être une bombe de dessin animé, là, une boule noire avec une ficelle qui sort, là, une mèche qui sort. Bon, mais en général, les sujets répondent que le taux d'imageabilité est faible. Donc, vous voyez, un premier exemple de dissociation entre concrétude et imageabilité. L'exemple inverse, c'est un ange
Bon, bah, évidemment, ça a une très faible concrétude, hein, on sait que c'est pas concret, mais ça a une très forte imageabilité, parce que dans une culture, tout au moins dans la culture, ça a été fait dans les cultures européennes, ou américaines peut-être, mais enfin bref, peu importe, c'est la même chose à ce niveau-là. L'image de l'ange va être largement partagée, donc il y a une bonne imageabilité. Alors vous voyez, vous avez des mots qui parfois ont une bonne imageabilité, une bonne concrétude, hein, comme cigarette, guitare, violon, etc. Parfois des mots qui ont une faible imageabilité, mais une forte concrétude, qui correspondent donc, vous voyez, c'était l'exemple de bombe que j'ai donné tout à l'heure, mais à des choses dont les gens savent que c'est concret, mais ils n'en ont pas beaucoup l'expérience. Inversement, on a des mots qui ont une forte imageabilité et une faible concrétude, comme ange, diable, monde, bon. Et puis des mots qui ont à la fois une faible imageabilité et une faible concrétude comme décoration, etc. Bon, donc vous voyez que ça n'est pas corrélé toujours. Alors, cette idée d'imageabilité, en fait, on peut la thématiser comme telle, donc de travailler sur le fait que qu'est-ce qui donne au mot une imageabilité, qu'est-ce qui donne aux métaphores. Une métaphore, bon, je n'ai pas le temps de l'expliquer là, mais je vous ferai peut-être à l'occasion d'un autre cours, quand vous regardez le rapport entre les deux unités lexicales impliquées dans les métaphores, hein, l'élément métaphorisé et l'élément qui sert à métaphoriser. Ben, si l'élément qui sert à métaphoriser a une concrétude plus faible, a une imageabilité plus faible que le premier, ça ne produit pas forcément une image. Hein. Bon, donc là, il y a toute une problématique de la figurativité, si vous voulez, qui pour moi fait partie de la question de l'analogie. Parce que là, on est dans une forme d'analogie différente de l'iconicité, vous voyez, puisque là, la question n'est pas tellement de savoir si le signifiant ressemble au signifié, etc. Mais il est dans l'idée que certaines productions linguistiques, certaines unités linguistiques produisent un effet d'image. Bon. Et qui dit image, dit analogie. D'accord ? Bon, l'avant-dernière fonction, c'est la fonction discursive de l'analogie, donc c'est ce que vous avez dans le cas de l'argument par analogie. Alors, je ne reviens pas sur l'affaire de l'Holocauste animal, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce qu'on pourra observer, mais je vous en reparlerai plus tard, c'est que quand on regarde comment est traité l'argument par analogie, parce que c'est un sujet classique, ça, l'argument par analogie, chez divers auteurs, on se rend compte que le classement est extrêmement variable d'un auteur à l'autre. Hein. Pour certains, dans l'argument par analogie, il y a la métaphore, mais pas l'argumentation l'argument par la définition. Pour d'autres, il y a l'argument par la définition, mais pas l'argument par la métaphore. Donc, au fond, il y a une très grande variabilité de ce que les spécialistes de l'argumentation intègrent dans la catégorie de l'argument par analogie. Bon. Mais l'argument par analogie, c'est un argument extrêmement fréquent, alors pas seulement dans le discours politique, hein, mais aussi dans le discours quotidien. Et enfin, la dernière fonction, c'est ce que j'appelle la fonction paraphrastique, donc avec une distinction, enfin ou une intégration, si vous voulez, dans la notion de paraphrase, à la fois de la paraphrase intralinguistique, c'est-à-dire dire quelque chose d'une autre façon équivalente, hein, dans une même langue, et puis la paraphrase interlinguistique, qui est un autre nom de la traduction. Bon, si on considère, alors la traduction, je ne vais pas y insister, mais il va de soi que, enfin, disons que c'est une idée que l'on peut utiliser pour penser la notion de traduction, c'est que la relation entre un texte source et le texte traduit, c'est précisément une relation d'analogie. Donc il y a bien des similarités entre les deux, ou des systèmes d'équivalence, et au fond, un traducteur, c'est un expert en analogie. Un bon traducteur, c'est quelqu'un qui sait faire les bonnes analogies. Bien. Mais
ce qu'on peut noter, c'est que la paraphrase intralinguistique, elle a un rapport général avec autre chose qui est l'interprétation. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est quoi? Vous avez un producteur d'un discours qui donc produit un texte, un discours ou des gestes pour le langage gestuel, qui est la chose à interpréter. Bon. Ensuite, vous avez un interprète qui va produire lui-même un autre discours ou des gestes ou un texte qu'on appelle son interprétation. Bien. Cet interprète, il va produire ce discours en utilisant différents moyens, et notamment les interprétations antérieures d'autres choses. Il a un certain nombre de finalités, de buts, et puis il le fait dans certaines modalités, mais enfin bon, je passe sur ce point. Et alors, vous avez là une structure analogique, hein, puisque en réalité, ce que l'interprétation devrait être, hein, c'est que l'interprétation doit être à l'interprète ce que le texte, par exemple, a interprété était pour le producteur. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le texte produit par le producteur qu'on va retrouver, mais c'est la relation entre le producteur et le texte qui doit être reconstituée chez l'interprète. Bon. Alors, quelques conclusions pour terminer. Donc, j'ai bien insisté sur l'idée que l'analogie, c'est un processus cognitif central qui est bien documenté en psychologie cognitive. Je vous ai montré un peu rapidement, mais je l'ai fait pour balayer un ensemble assez vaste de phénomènes, que, au fond, ce processus analogique est impliqué dans une très grande diversité de phénomènes linguistiques. Hein. On a vu la catégorisation, la régularisation, l'iconicité, la paraphrase, la traduction, etc. etc. Bon, alors, évidemment, tout ça forme un ensemble qui semble un peu hétéroclite, hein, bien que l'ensemble soit quand même produit par la constante de cet ensemble, c'est le concept d'analogie. Mais bon, il reste beaucoup à faire pour systématiser l'analyse de tous ces phénomènes analogiques. Mais mon objectif là, c'était, en parcourant assez vite chacun de ces phénomènes, de vous donner une idée de ce qu'on peut faire en linguistique de cette notion d'analogie. Alors, comme il est déjà tard, je n'ai encore une fois pas le temps de vous laisser la parole pour que vous parliez de vos projets, mais au fond, c'est pas plus mal parce que là, j'ai terminé et vous aurez la semaine pour y réfléchir. Donc, ce qu'on fera la semaine prochaine, c'est qu'on commencera le cours par vos interventions, c'est-à-dire que en début de séance, donc essayez de préparer quand même quelque chose. Je vous demanderai chacun votre tour de donner au moins une piste de réflexion sur l'orientation que vous allez donner à votre travail personnel pour ce séminaire, et ça nous donnera enfin voilà, on pourra en discuter, je vous donnerai des indications pour vous dire si c'est plutôt une bonne idée ou pas, s'il faudrait orienter les choses, mais en tout cas ça nous permettra d'avoir quand même un peu d'échange à partir de... Maintenant, je pense que vous voyez quand même plus concrètement de quoi il s'agit, et que vous êtes, à mon avis, en mesure de produire au moins quelques orientations thématiques sur le sujet. Alors, avant qu'on se sépare, est-ce que vous avez des questions sur un point ou un autre? Non? Bon, écoutez, merci de votre attention, et donc à la semaine prochaine.